reconnaissez évidemment l'endroit où l'on se trouve aujourd'hui, au pied de la citadelle, au Grognon, avec derrière moi la Sambre et la Halle Alcher qui depuis 150 ans maintenant abrite le musée archéologique. C'est donc ce musée et plus particulièrement certaines de ses pièces que l'on vous invite à découvrir aujourd'hui avec une archéologue, un historien et d'abord le conservateur de l'endroit. Nous voici donc devant le musée archéologique. Peut-être faut-il d'abord évoquer le bâtiment qui abrite les collections. Oui, eh bien en fait ce bâtiment c'est l'ancienne grande boucherie de la ville, construite en 1588 aux frais du gouvernement, sous le règne du roi d'Espagne Philippe II, ce dont témoignent amplement ces grandes armoiries qui sont apposées sur la façade. On a évoqué l'idée d'un déménagement, donc les collections ne seraient plus ici. Oui, le processus est en cours. En fait, à terme, on va dire entre 2008 et 2010, le musée devrait être transféré sur le site de l'ancienne école des bateliers, rue Saint-Train, à proximité du musée de Groesbeek-de-Croix. Y a-t-il des pièces maîtresses, des objets qui sont particulièrement importants ? Eh bien, je vais vous dire des antiquités pré-protohistoriques, gallo-romaines et mérovingiennes, exclusivement régionales. Donc, en fait, le musée est l'émanation d'une vieille société savante, la Société archéologique de Namur, qui a été créée en 1845. Et l'objectif de ses fondateurs était de préserver, de rassembler et d'étudier les éléments d'un patrimoine qu'ils voyaient disparaître assez rapidement. Donc, ce sont essentiellement des objets de la vie courante, et je dirais à 90-95% du mobilier funéraire. Et puis, il y a un objet d'une toute autre époque, mais par lequel le musée est connu, c'est le fameux plan en relief de la ville de Namur. Oui, c'est une copie en fait d'un original qui se trouve à Lille aujourd'hui. L'original avait été créé après la prise de la ville en 1746 par les armées françaises sous la direction d'un ingénieur qui s'appelait Larcher d'Aubancourt. Nous avons pris un peu de hauteur sur la citadelle. Pourquoi avoir choisi cet endroit et puis surtout ce panorama pour évoquer le musée archéologique et la période gallo-romaine ? Eh bien parce que nous sommes ici vraiment dans le berceau de la ville de Namur, on pourrait même dire la Corbeille puisque c'est le nom qu'il a reçu, que cet endroit a reçu. C'est ici en fait qu'est sans doute née l'agglomération namuroise à l'époque romaine. Et puis nous avons la chance en un coup d'œil d'apercevoir et le confluent et le musée archéologique. Le confluent était un élément important pour l'établissement d'une ville. Oui, tout à fait. À l'époque romaine, ce qui compte, c'est les voies de communication et la Meuse et la Sambre font bien évidemment partie de ces voies de communication. L'autre aspect, c'est bien entendu les chaussées romaines qui vont se développer à cette époque et qui ont l'objectif de mettre l'ensemble de l'Empire en communication au point de vue militaire, mais aussi au point de vue économique et commercial. À cette époque, qu'est-ce qu'on trouve exactement ici ? Namur, est-ce que c'est déjà une ville ? Alors, on ne peut pas parler de ville. Le statut de ville est un statut plutôt politique, réservé vraiment à des régions urbaines importantes. On en a très peu en Belgique, on connaît Tongres. Namur est une grosse bourgade qui est le centre d'une région agricole, commerciale, pré-industrielle aussi, dans le sens où on a déjà de l'exploitation de carrières et quelques exploitations d'artisanat. Et c'est dans ce lieu prospère que l'on vient échanger les différentes fabrications. On a retrouvé des traces de tout ça. Oui, évidemment, on a des traces essentiellement funéraires, mais aussi des traces d'habitation, des morceaux de caves qui ont été retrouvés lorsque l'on a fait des travaux au centre-ville à Namur. Nous voici donc à l'intérieur du musée archéologique avec Marie-Hélène Corbiot. Vous êtes archéologue. Quel objet avez-vous choisi de nous faire découvrir aujourd'hui ? J'ai choisi cette petite tasse en terre sigillée. Comme vous le voyez, c'est une belle production avec un beau vernis brun. Alors, pourquoi ce terme terre sigillée dont on parle bien souvent quand on évoque la civilisation gallo-romaine ? Parce qu'il porte des marques et sigillés, sigillatum, les archéologues du siècle dernier les ont désignés de cette façon. Une marque, cela veut dire que l'on connaît le potier qui a réalisé cet objet. Oui,
Je disais, c'est une belle poterie, une poterie de luxe qui est importée chez nous, c'est-à-dire qui est réalisée dans le sud de la France et puis dans le centre. Celle-ci est produite dans le centre de la France. Alors, la marque, j'y viens, eh bien, les potiers, lorsque l'on avait ces petits objets lisses, imprimaient leur marque. Et ici, on sait, grâce à cette marque, que c'est le potier Pater qui l'a réalisé. Vous avez évoqué une vaisselle de luxe. À quoi le reconnaît-on? C'est sa belle facture, l'aspect de grésé, vernissé. C'est aussi la couleur brun-rouge qui brille. C'est aussi la pâte qui est toute fine et ce sont les caractéristiques et les impératifs premiers pour réaliser une poterie de ce type, avec en plus une cuisson à très haute température. Cela pouvait servir à présenter des sauces, cela pouvait servir également à contenir, comme les autres poteries le montrent, des petits fruits secs. Et puis il y a aussi des rites funéraires? Et puis oui, cela évoque également, et d'ailleurs celle-ci provient d'un tumulus, lorsqu'on incinérait, lorsqu'on ensevelissait les défunts, on faisait des dotations funéraires, on faisait également des cérémonies funéraires, mais le défunt était accompagné de la vaisselle afin qu'il puisse prolonger sa vie dans l'au-delà. Et c'est comme ça qu'on l'a retrouvée. Où exactement? Oui, elle faisait partie d'une dotation funéraire dans un tumulus de Seron, au nord de Namur. Est-ce que ce genre de petits objets nous donne des indications sur ce qu'était la vie quotidienne dans nos régions à l'époque? Oui, elle révèle d'une part le goût pour le luxe, mais aussi le goût pour l'adoption d'habitudes des Romains dans la société gallo-romaine. Pour le goût du service, on change avec la période romaine, on change l'alimentation, on s'adapte ou on adopte les habitudes romaines. Et cette petite tasse, avec la présentation des sauces par exemple, reflète la civilisation gallo-romaine.